Voici venu le temps de Touadéra, Faustin Archange Touadéra, puisqu'il s'agit de lui, nouvel homme fort de la République centrafricaine, avec un peu plus de 62% de suffrages exprimés lors de l'élection présidentielle du week-end dernier. Il aura donc la lourde mission de replacer la République centrafricaine sur les rails, en tout cas sur le plan sécuritaire et sur le plan du développement de ce pays voisin et ami du Cameroun. Une élection qui jusqu'ici ne connaît pas de gros remous par rapport aux revendications. C'est vrai qu'on a eu quelques alertes venant du candidat opposé à Faustin Archange Touadéra, mais tout semble finalement se passer au mieux et on a l'impression que toute la République centrafricaine et même tous ceux qui ont participé à ce processus qui a abouti à cette élection-là sont d'avis de ce que l'élection de Faustin Archange Touadéra se serait déroulée dans de très bonnes conditions. Voilà donc le menu et l'intérêt principal de cette autre édition du débat sur Canal Info. Madame, merci. Monsieur, merci une fois de plus de nous rejoindre. C'est un autre débat sur votre chaîne préférée et avec nous deux invités avec lesquels nous avons échangé sur la question. Le premier, c'est Didier Yimkwa. Il est le coordonnateur dans la région du littoral du Front pour le Salut National du Cameroun. Il est aussi écologiste et notamment un environnementaliste. Merci d'être là. Je vous en prie, monsieur. Voilà, avec beaucoup de plaisir, nous vous retrouvons. Comme nous retrouvons aussi à notre droite le premier secrétaire du PUS, Serge Espoir Matomba. Voilà, nous sommes donc très contents d'être à votre compagnie aussi pour cette autre édition. Merci Christian et un bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal Info. Voilà, nous sommes donc sur la 2, nouveau débat, nouveau centre d'intérêt et le centre d'intérêt de cette autre édition de votre débat, c'est bien évidemment l'élection présidentielle qui a donné finalement son verdict du côté de la République centrafricaine en attendant confirmation de la Cour constitutionnelle. Le candidat vaincu s'est rangé, il a reconnu sa défaite et surtout félicité son challenger. Il s'agit bien d'Anissé Georges Dologuélé qui a reconnu la victoire du désormais président en attendant confirmation, n'est-ce pas, par la Cour constitutionnelle, Faustin Archange Touadéra. C'est de nombreux chantiers et nous on va revenir déjà sur le parcours, bien les spécificités de cet homme. Lorsqu'on titre ce débat en nous disant que voici venu le temps de Touadéra, il faut surtout reconnaître qu'il a été Premier ministre du président déchu en 2013, François Bozizé. Il a été Premier ministre de 2008 en 2011. Bozizé était allé le dénicher du haut de son statut de recteur à l'université de Bangui. Lui, le professeur de mathématiques, était venu donner du sien, donner de sa marque et de ses empreintes au sein du gouvernement centrafricain. Il était d'ailleurs à l'origine, il faut le rappeler, de la bancarisation des salaires en République centrafricaine, quand on sait combien la question salariale est très épineuse du côté de la République centrafricaine. Cela est certainement resté dans les mémoires. Voilà un homme qu'on dit très discret, tellement discret qu'il a failli à un moment donné ne pas avoir cette étoffe d'homme capable de gérer la tête du pays. Et voilà, c'est lui que le peuple centrafricain, en tout cas pour ceux qui ont réussi à voter, a choisi. Le peuple centrafricain a donc choisi Faustin Archange Touadéra. Et nous, ici en studio, nous allons nous intéresser d'abord, forcément, à la qualité de l'homme. Un homme peut-être un peu trop discret, c'est ça votre avis aussi, Serge Espoir Matomba? Non, peut-être pas trop discret, comme vous le dites, mais c'est un homme sur qui la plupart des Centrafricains se sont reconnus. C'est ce qu'il faut savoir et c'est ce qui le porte d'ailleurs à la tête, n'est-ce pas, de la nation. Vous pensez qu'il était un peu plus proche des populations dans sa démarche? Disons que c'est un homme qui a, je ne sais pas si je vais appeler ça une qualité un peu timide, mais qui était beaucoup plus proche de la population centrafricaine que son rival Dologuélé. Et l'impression que les Centrafricains ont eue dans le groupe, ils se reconnaissaient plus en Touadéra que Dologuélé. C'est pour cette raison, évidemment, que massivement, ils ont porté leur suffrage à Touadéra. Alors, il a été exclu, il faut le rappeler, du NKK, c'est-à-dire que le parti de l'ancien président François Bozizé, peut-être pour avoir annoncé un peu plus tôt, avant même que la candidature de Bozizé ne soit rejetée, son intention, n'est-ce pas, d'être candidat à cette présidentielle. Il faut surtout dire qu'à 59 ans bien sonnés, c'est un homme qui est issu de la société civile. Est-ce que vous avez l'impression, comme le pense Serge Espoir, qu'il avait une certaine proximité avec les populations? Comment vous pourriez, vous comprenez et vous appréciez même d'ailleurs cette élection? Bon, merci. Avant déjà de répondre à ta question, Christian,
il faut restituer cette élection dans un contexte. D'abord, les Centrafricains en avaient marre des frictions ethnico-religieuses. Et il ne faut pas aussi oublier que les forces sangaristes de la France et la MISCA devaient partir d'un moment à l'autre. Et par conséquent, je dois personnellement féliciter tous les acteurs de ces élections-là, en commençant d'abord par le peuple centrafricain qui vient de démontrer là la face du monde qu'en Afrique, il n'y a pas que le sida, il n'y a pas que la guerre, on peut aussi faire de la démocratie et de la belle manière. Deuxièmement, féliciter les acteurs même, les hommes politiques, à savoir Alain-Georges Dologué, d'abord le président élu, qui ont fait preuve d'une maturité politique. Et ensuite, je vais aussi féliciter tout ce que je viens de dire, là, c'est-à-dire les forces sangaristes, parce que c'est des acteurs, sans eux aussi, c'est quand même eux qui ont pu calmer le jeu pour qu'on en arrive là. Il y a aussi d'autres acteurs comme, on ne peut pas ignorer, Mme Kateli Samapaza, parce que c'est elle qui a su quand même les 3 ans de transition. Et lorsqu'on a fini de dire ça, on revient dans les élections. Il y a aussi le côté un peu mystique, un peu, certaines personnes parlent des effets de contingence qui relèvent de la chance. Est-ce pas son heure? Il y a aussi ça c'est le côté irrationnel. D'où peut-être voilà, votre titre à l'entrée, tout à fait. Est-ce pas son heure? Moi, je pense qu'il est très tôt, en attendant les élections législatives. Il serait très tôt de l'encenser. Déjà que ce matin, nous avons suivi cette radio internationale. Non, peut-être pas l'encenser, mais au moins essayer de comprendre le mécanisme. Il est très modeste. Essayer de comprendre tout au moins le mécanisme qui a conduit à cette élection. Oui, oui, moi, c'est pour ça que j'ai d'abord placé votre question dans son contexte pour dire que c'était son heure. Et vous avez fait une très belle introduction. Vous savez, l'enseignement, quelqu'un me l'avait toujours dit, lorsque vous avez été enseignant, soit à l'école primaire, l'école secondaire ou bien dans le supérieur, si dans votre retraite, on ne vous reconnaît pas dans la rue, c'est que vous avez été un mauvais enseignant. Donc ça joue. Et c'est un monsieur qui a été un premier ministre, il est parti. Il n'est pas politique, déjà il faut le dire. Monsieur Tonera n'est pas politique. Donc c'est quelqu'un qui a été hors de la scène. Tout ce qui s'est passé, soit avec Seleka, Bakala, tout ce qu'il y a eu comme désordre en République centrafricaine, ce monsieur était à côté. Donc il a été un premier ministre technique. Technique. Donc il n'est pas un homme politique. Je pense que ça aussi jouait en sa faveur. Et souvenez-vous que j'ai été votre invité à une émission radiophonique. Moi je l'avais dit, moi je l'avais pressenti. C'est vrai que je ne suis pas Dame Soleil. Je l'avais pressenti. Pourquoi? Parce que je crois que ce peuple-là avait besoin d'un homme nouveau. Surtout qu'on reconnaît en lui quelqu'un qui a pu payer les salaires des fonctionnaires à un moment où il y avait la récession économique en République centrafricaine. Donc, en tant que professeur de mathématiques, il a donné le visage de quelqu'un qui peut mener une bonne gouvernance, parce que c'est le mot fourre-tout que nous utilisons un peu partout. Moi, je pense que le fait qu'il soit un homme technique, c'est-à-dire pas trop politique, a joué à sa faveur. Alors, Serge Espoir Matoma, on a dans ce résultat ce que quelques analystes considèrent comme étant la volonté du peuple centrafricain. Et voilà un véritable outsider qui aujourd'hui arrive en tête avec près de 62%. Au-delà des alliances qu'on a eues au niveau du deuxième tour, ça fait quand même 20 formations politiques qui se sont ralliées à la cause de Touadéra. Il y a quand même que dans toutes les tablettes, autant pour moi, et notamment lorsqu'on regardait du côté des préférences quelque peu analysées dans les chancelleries occidentales, Touadéra était très loin véritablement d'être l'homme espéré pour cette élection présidentielle. C'est justement ça qui a joué en sa faveur, parce que je l'ai dit dans mon propos d'entrée de scène, que le peuple centrafricain s'est reconnu en lui. Par contre, Dologué était vu comme le candidat de l'extérieur, de l'étranger, appuyé par plusieurs chancelleries, appuyé par plusieurs personnes. Qu'est-ce qui finalement collait cette étiquette à Dologué? Mais c'est le cheminement de sa campagne, l'organisation de sa campagne, les différents soutiens qu'il a eus au départ.
Parce qu'il ne faut pas ignorer que Dolegele était plus ou moins l'homme des médias. C'est-à-dire que les médias au niveau international couvraient beaucoup plus les événements de Dolegele. Est-ce que ce n'était pas une affaire de stratégie, justement, bien de campagne? Sauf que c'est une stratégie. On ne va pas lui refuser d'avoir bien organisé sa stratégie en sa faveur. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir que nos différents peuples ont ce qu'on appelle généralement le repli identitaire. Quand ils ont l'impression que vous venez d'ailleurs, même si vous êtes constamment avec eux, mais que des mains sont derrière vous, alors tout de suite, ils se renferment. Ils disent, non, ce que nous voulons, c'est quelque chose de différent. Et c'est justement cela qui a joué en la faveur de Touadéra. Aujourd'hui, le peuple a trouvé en Touadéra quelqu'un de, voilà, qui n'a forcément pas une main derrière, étrangère, mais plutôt des soutiens au niveau national. Et aujourd'hui, il est président. Donc, c'est pour dire que cette stratégie de campagne, peut-être, a marché quelquefois, mais ne marche pas toujours. Et nous sommes à une phase où les Africains, en général, ont besoin de savoir et de comprendre que tout vient d'eux. Tout est pensé d'eux. Parce que n'oubliez pas que tout ce qui se passe, on a toujours eu l'impression que tout ce qui doit nous arriver vient d'ailleurs. C'est-à-dire que tout ce qui est mauvais, tout ce qui est bon vient d'ailleurs. Et aujourd'hui, on se dit, nous sommes dans une phase où nous devons prendre des initiatives de nous-mêmes. Nous devons faire des choses de nous-mêmes. Nous devons penser notre développement nous-mêmes. Quand il y a une impression, c'est pour cette raison que si vous me permettez de faire juste un petit parallèle, au Cameroun, quand ça va mal avec le régime Biya, on essaie de ventiler comme ça dans les réseaux, comme quoi c'est l'étranger qui veut déstabiliser. Pourquoi on le fait? On le fait à dessein. Parce qu'on veut démontrer aux Camerounais que non, M. Biya où il est, il fait bien son travail, mais c'est l'extérieur qui veut déstabiliser le Cameroun. Comme si, à des différents postes de responsabilité, les gens qui prennent des mauvaises décisions ou qui font des mauvaises choses, c'est l'extérieur qui les impose cela. Donc, c'est pourquoi on le fait? Parce que techniquement, il est prouvé qu'aujourd'hui, les Africains essayent de se renfermer sur eux, essayent de dire non, notre développement, nous devons le penser de nous-mêmes. Et quand vous venez donc avec un bras extérieur, il se méfie de vous. Alors, on a dans ce développement que fait à l'instant Serge Espoir deux options. Vous me permettrez de me tromper, Didier Yimkoa. Soit on peut se réjouir de ce que ce soit véritablement l'expression du peuple centrafricain, auquel cas on dédouanerait l'Occident qui a souvent été taxé de s'immiscer dans les questions électorales. Ou alors on pourrait considérer que le président Touadéra serait, on va dire, un président élu par défaut, simplement par un rejet d'un autre candidat qui serait moi je pense que il ne faut pas être naïf. Et Serge, qui est mon jeune frère, n'est pas naïf. J'ai en face de moi un élu. Il sait très bien que, et je ne veux pas insulter le peuple centrafricain, c'est les centrafricains qui ont élu M. Touadéra. Mais il ne faut pas être naïf. Il y a des enjeux que nous ne voyons pas. Vous allez peut-être les éclairer. Entre les élections, entre le jour du scrutin et le jour où on donne les résultats, il y a des conciliabules, il y a des réunions. Je peux vous assurer au jour d'aujourd'hui que rien ne peut se faire sans la main coloniale. Il a fait un parallèle avec la France. Monsieur Serge Matomba, si demain, je sais que vous vous préparez pour 2018. Si demain, vous voulez être présent, c'est le mal hein, que je puis vous souhaiter, vous voulez être présent de la République du Cameroun. Vous ne pouvez pas balayer d'un revers de la main cet héritage colonial avec la France. C'est impossible. Vous comprenez? Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Rien ne nous exclut d'avoir de très bonnes relations avec la France et d'implémenter une gouvernance, une bonne gouvernance. Parce que ce n'est pas la France qui dit par exemple que bon voilà, ne construisez pas bien votre route, c'est pas la France qui crée le désordre urbain. Non, moi je suis contre ce genre de discours. Mais elle peut mais je peux vous rassurer. Un environnement qui mais je peux vous rassurer que c'est vrai que c'est le peuple centrafricain qui a porté
qui a porté Touadéra. C'est vrai, il ne faut pas croire que c'est le contraire. Mais derrière tout cela, ça peut être le mauvais candidat, non, même pas le mauvais candidat, le candidat que tout le monde voudrait. Tout à l'heure là, quand je félicitais tous les acteurs qui ont participé au concours à cette élection, je n'ai pas exclu les forces sangaristes. Je n'ai pas exclu la MINUSCA. Il faut m'aller loin. Je n'ai pas exclu tous ceux qui sont autour de nous, autour de la Centrafrique, dont le président tchadien Idriss Déby, qui a son mot à dire, le président camerounais, le président Paul Biya, qui a son mot à dire, et sans toutefois ignorer le président congolais. Le président congolais, je dis, M. Sassou Nguesso, qui est resté pendant longtemps le maître à jouer dans tous ces micmars-là. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas qu'on soit naïf, on ne peut rien faire sans tous les acteurs. Donc c'est en gérant tous ces contingents-là qu'on peut réussir aujourd'hui, parce que, comme tu le disais tantôt, il y a la Centrafrique qui a reconstruit, hein, parce que ce n'est pas un État constitué, il faut reconstruire, il y a des problèmes sécuritaires, il y a un problème de développement, c'est quand même l'un des pays les plus pauvres absolument du monde, mais paradoxalement très très riche en sous-sol. Et ce sous-sol-là attire, c'est pour ça que les richesses énergétiques ou bien les richesses, tout ce que vous voulez, minières, c'est ça qui fait la fixation. Sur la République centrafricaine. Alors, nous on va revenir à cette problématique. Si on s'en tient à ces différents développements, il y a que le président Touadéra serait effectivement, de vos points de vue, l'émanation de la volonté du peuple centrafricain. Forcément, on pourrait dire, dans cette logique-là, que l'élection est crédible et qu'il n'y aurait pas eu d'immixtion extérieure ou une tentative d'imposer. Il n'est pas exclu. Mais on a demandé, par exemple, à Douleguele que en même temps, s'il vous plaît, on a quand même eu, dans un premier temps, Douleguele qui a commencé à revendiquer. Voilà. Et puis, deuxièmement, il faut quand même se dire que c'était le candidat le moins attendu de toute la clique qui a sollicité quand même la magistrature suprême à cette élection, Serge Espoir Matomba. Non, mais il faut déjà féliciter tout le processus. Et il faut savoir que dans une élection à 2 tours, tout peut se jouer. Ça, c'est déjà une chose. C'est-à-dire que le dernier des candidats peut se retrouver à la tête d'une nation si les suffrages sont non seulement véritablement exprimés, mais si ils sont, si le scrutin est crédible. Ça, c'est une des choses. Alors, je ne voudrais pas m'inscrire en faux avec ce que Didier disait tout à l'heure concernant l'implication, mais je voulais dire que dans cette élection, on a moins constaté, je dis bien moins constaté, l'implication des forces étrangères. Et j'aurais dit que c'est le peuple, quand on regarde comment l'élection s'est déroulée, le peuple a décidé de porter un homme, Touadéra, et le peuple a fait de lui le président. C'est-à-dire contre celui qui, d'une façon ou d'une autre, avait des soutiens qui, du moins, présentaient des soutiens extérieurs. Et puis, je voudrais dire, je comprends très bien la position de Didier quand il fait le parallèle avec le Cameroun et le système Biya. Je peux très bien comprendre, c'est un allié du RDPC. Mais je voudrais dire à Didier quelque chose. Nos États sont des États souverains. Et nous devons être des hommes en mesure de dire à ceux-là qui doivent uniquement être nos partenaires. Parce qu'il faut comprendre que nous sommes des États souverains. Nous ne demandons pas l'autorisation à une force, entre parenthèses, coloniale, ou qu'elle soit, que nous ayons été sous tutelle ou colonisés par la France. Nous ne demandons pas l'autorisation à la France pour faire quelque chose dans notre pays. Parce que le bien-être de nos citoyens n'a pas de prix. Et pour cette raison, ce n'est pas négociable. Nous pouvons avoir des partenaires d'affaires, des partenaires d'autant de choses dans un État, mais nous n'avons pas besoin de leur bénédiction pour réussir dans notre démarche. Donc c'est pour dire que oui, je serai président si un jour mon parti décide de m'investir comme candidat, mais jamais et jamais je ne demanderai l'autorisation ou la bénédiction de la France pour diriger ce pays. Non, l'intérêt du Cameroun est au-dessus de cela. Donc, pour revenir à cette situation en Centrafrique, je voudrais dire que le peuple a fait son choix. Douleguele
a d'abord, dans un premier temps, contesté, mais quand on regarde les bulletins, le résultat, à un moment donné, c'est une grosse blague de dire, voilà, je vais contester une élection qui au premier tour, nous sommes sans ignorer qu'il était le premier au premier tour. Et c'est très possible qu'il perde le deuxième tour sans qu'il y ait un apport extérieur. Il faut féliciter ce peuple, il faut féliciter, comme tu l'as dit dès le départ, tous les acteurs qui se sont mêlés. Et la petite démocratie centrafricaine nous enseigne aujourd'hui au Cameroun. Parce qu'il faut voir en combien de temps tout s'est passé, comment les résultats ont été donnés, l'implication des acteurs et la façon dont tout le processus s'est géré. On reviendra peut-être sur quelques leçons qu'on pourrait tirer de cette élection qui finalement conduit Faustin Archange Touadéra à la tête de la République centrafricaine après pratiquement trois années de transition sous la direction de Catherine Samba Panza. Il y a quand même, Didier Imkwa, si on veut continuer de s'interroger sur ce qui peut être considéré comme le temps maintenant de Touadéra, est-ce que vous le voyez dans une posture de rassembleur? Touadéra serait-il, de votre point de vue, l'homme providentiel? Il n'a pas de choix. Déjà, quand vous suivez son tout premier discours, c'est un discours fédérateur, c'est un discours rassembleur. Il n'a pas de choix. Il n'aura même pas le temps de grâce. Parce que je vous ai dit que la Centrafrique est à reconstruire. La Centrafrique n'est pas un État. La Centrafrique, c'est un conglomérat d'ethnies qu'il faut au jour d'aujourd'hui trouver une partition pour une meilleure musique. Voilà le rôle qu'il a à jouer. Il y a un problème sécuritaire parce qu'à tout moment, le Nord peut chercher à quitter tout le pouvoir central. À tout moment, il peut avoir des escarmouches. Donc, il a d'abord un problème de sécuritaire. Il faut reconstituer l'armée centrafricaine. Il faut donner du travail aux jeunes. On a eu les Balaka à gauche, on a eu les Seleka à droite. Donc, il y a à faire. Et puis, il ne faudrait pas qu'on croie que Touadéra seul peut réussir ce lourd fardeau. Il ne peut pas seul construire la Centrafrique. Il faudrait, heureusement qu'il a bien commencé avec un discours de rassembleur, il faudrait que les autres, c'est-à-dire en attendant les résultats des législatives, il faudrait qu'ils puissent conjuguer avec les autres. Parce qu'aujourd'hui, c'est la République centrafricaine qui est le problème. Vous comprenez? Donc, il faut éviter les dissensions. En attendant de juger. Mais je pense qu'il est l'homme parce qu'il a quand même 62, presque 63% de suffrages exprimés. C'est quand même un indicateur assez fort. C'est pas quand même, c'est un indicateur très fort, comme dit mon jeune frère, c'est un indicateur très fort. À lui maintenant de transformer ça, de transformer le rêve centrafricain en réalité. Alors, en attendant de juger, qui sommes Camerounais, oui, en attendant de le juger, s'il vous plaît, au pied du mur. Nous n'en sommes qu'à 48 heures, 72 heures après ces résultats qui attendent encore d'être confirmés par la Cour constitutionnelle de ce côté-là. Mais c'est déjà exceptionnel. La leçon de démocratie, peut-être qu'on en parlera s'il est question d'en parler. De votre point de vue, avant de revenir sur les contours de l'organisation, la perception démocratique de la RCA et peut-être la plus-value que cela pourrait apporter à ce pays, quelles seraient, de votre point de vue, Serge Espoir, les clés ou la clé du succès pour une mission aussi périleuse que celle que désormais Faustin Archange Touadéra doit pouvoir remplir en République centrafricaine? Alors, loin d'être la réconciliation, il y a le problème fondamental qui reste un problème général en Afrique, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Vous savez, un peuple bien éduqué, c'est un peuple qui sait où il va et qui sait ce qu'il a à faire. Donc, je pense que par chance, je vais utiliser ce mot, il est un éducateur. Ça veut dire qu'il comprend mieux ces choses. Et je crois que ce sera l'un de ces chantiers
prioritaire, il a d'ailleurs dit, qui va amener, n'est-ce pas, le peuple centrafricain à se mettre sur la bonne voie de développement. Donc, oui, la réconciliation est importante, mais pour réussir une véritable réconciliation, il faudrait que les gens comprennent déjà de quoi il s'agit. Et pour que les gens comprennent de quoi il s'agit, ils doivent être suffisamment nourris, ils doivent être suffisamment éduqués. Et évidemment, tout dépend de là. Et je crois que c'est l'un des chantiers sur lesquels il va s'appuyer et tout ira bien. Alors, à qui prendrait cette haute préoccupation? Il y a le sempiternel problème du désarmement. Vous avez certes évoqué l'insécurité. Autant de groupuscules armés, voilà peut-être une autre épine dont va hériter Faustin Archange-Touadéra. Oui, c'est une épine, le désarmement, mais ça va se faire. Ça va se faire, il faut savoir que la Qu'est-ce qui période changerait maintenant? La période de Qu'est-ce qui changerait maintenant et qui n'aurait pas été applicable pendant les 3 années de transition, qui avait quand même pour principale, entre autres principales missions, celle du désarmement? Ce qui change maintenant, c'est que c'est d'abord la volonté populaire qui le porte à cet endroit. Vous savez, quand des gens se reconnaissent en vous, quand vous parlez, ils vous écoutent. Mais s'ils ne se reconnaissent pas en vous, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, il ne suffira pas uniquement d'un mot pour que la Centrafrique soit désarmée, mais il y aura aussi des faits, des actes qui amèneront des gens à comprendre que désormais, nous pouvons réussir sans toutefois porter les armes. Parce qu'avant la Centrafrique, il n'y avait pas d'armes. Il n'y avait pas de groupuscules organisés avec des armes. Donc, ils vont repartir sur ce chemin-là. Je crois que, comme je l'ai dit au départ, le peuple se reconnaît en cet homme, le peuple écoutera cet homme et le reste suivra. En attendant de voir si la suite et le reste que vous annoncez se déroulera dans de très bonnes conditions pour ce peuple frère et ami, on peut déjà se réjouir de ce que le challenger en face a reconnu et de manière prompte, n'est-ce pas, le résultat de cette élection. Avec vous, Didier Yimkwa, la République centrafricaine, même si on peut encore déplorer le fait que le législatif a été reporté, on attend encore les résultats du premier tour qui lui a été annulé lors de la première initiative. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on peut se féliciter du processus globalement qui conduit aujourd'hui Faustin Archange-Touadéra à la tête de la République centrafricaine? Cela va sans dire. Hein. Bon, les critères sur lesquels vous allez vous appuyer. Moi, je pense que le calme, d'abord. D'abord, le calme. Et comme nous disions tantôt, il ne peut pas avoir développement sans sécurité. Et il ne peut pas avoir de sécurité sans développement. Donc, c'est les deux notions qui vont de pair. Je disais tout à l'heure que le professeur Touadéra, qui a 63% de suffrages exprimés, c'est un très bon score. Mais seul M. Touadéra ne peut pas porter la République centrafricaine. Il faudra l'aider. L'aider, c'est qui? C'est des caïds de la politique centrafricaine, comme Alain Ziguélé, comme son challenger. Tous doivent regarder dans la même direction. Vous n'avez pas cité Bozizé? Non, non, pour le moment, Bozizé, il est hors jeu. C'est vrai qu'on ne peut pas l'ignorer, il est hors jeu. Donc, j'espère qu'il va rentrer dans le processus de la réconciliation. Mais tous ces acteurs-là doivent regarder dans la même direction et avoir pour seul objectif la pacification de la République centrafricaine. Vous comprenez? La Centrafrique peut être du jour au lendemain le prochain dragon de l'Afrique centrale. Parce que c'est un pays immensément riche. C'est un paradoxe qu'un pays comme celui-là qui est très riche et que ses habitants, que ses concitoyens soient assez pauvres. Donc moi je pense que tous ces acteurs politiques qui ont fait preuve d'une certaine maturité politique, c'est à féliciter. Donc il faudrait aujourd'hui qu'ils accompagnent M. Touadéra et que M. Touadéra ne se complaise pas de ces 63% et veuille se comporter comme un suzerain, ce qui va échouer. Donc moi je pense qu'il faut tout le monde, de tout le monde, les autorités traditionnelles, les autorités religieuses, et vous comprenez très bien que beaucoup pensent aujourd'hui que le passage du pape François en République centrafricaine a été un déclic. C'est des choses, qu'il faudra capitaliser, qu'il ne faudra pas ignorer. Donc moi je pense que
Le meilleur reste à le venir. meilleur reste à venir. La Centrafrique, il faut l'accompagner vers le développement. Sage espoir, on a toujours, lorsqu'on évoque un bon nombre de pays en Afrique subsaharienne, et notamment en Afrique centrale avec le cas de la RCA, on a toujours en esprit cette implication des chancelleries occidentales. Beaucoup d'encre et de salive vont couler autour de la mission onusienne en République centrafricaine, qui, disent quelques analystes, perd totalement le Nord et n'arrive pas à remplir les missions premières qui étaient les siennes, notamment celle du désarmement que nous avons évoqué. Et dans les petits calculs sur les tablettes de ces chancelleries-là, disent des analystes, Faustin Archange Touadéra était loin d'être l'homme de la situation espérée. Aujourd'hui que, vous l'avez redit, la volonté du peuple centrafricain semble avoir été quelque peu à l'opposé de celle de ces chancelleries, en attendant éventuellement votre développement, est-ce que vous avez l'impression qu'il aura les coups de franche, le nouvel homme fort de Bangui? Il aura les coups de franche. Il aura les coups de franche pour une simple raison. Vous savez, lorsque le peuple vous fait confiance, le peuple vous donne le pouvoir. Et les chancelleries, ce qu'il faut savoir, c'est que les chancelleries négocient toujours avec celui qui est en place. C'est-à-dire qu'ils peuvent supporter un candidat qui perd, celui qui gagne, ils sont obligés de faire avec. Parce qu'ils ont toujours intérêt. C'est dans leur intérêt. Donc, il faut comprendre, c'est à partir du moment où vous devenez complètement fermé qu'ils décident à des moments d'utiliser vos propres concitoyens pour créer le désordre. En vous disant, voilà, nous avons contribué à vous positionner. Il faut voir le cas de la Grèce. Vous avez accompagné Alexis Tsipras qui, 2-3 fois, est passé aux élections, mais qui, avec le peuple, a dit, je vais vous défendre. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour dire qu'aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, à partir du moment où nos dirigeants ne vont plus se comporter comme des envoyés spéciaux, ou alors des gens répondant aux besoins des autres, mais plutôt aux besoins du peuple, les chancelleries comprendront que désormais, c'est cette politique que nous devons afficher et mener vis-à-vis d'eux. Parce qu'il faut comprendre une chose, monsieur, nous sommes tous sans eux, mais ils ne sont rien sans nous. C'est ce qu'il faut comprendre. À partir du moment où nous pouvons comprendre ça, c'est-à-dire que nous pouvons réussir à nous développer sans eux, nous pouvons réussir à faire des choses sans eux, mais eux, ils ne peuvent pas faire autant de choses sans nous, parce que c'est de chez nous qu'ils tirent, n'est-ce pas, la ressource première. C'est-à-dire que le grand apport financier pour tout ce qu'ils sont en train de fabriquer vient de chez nous. Je parle de l'Afrique en général. Mais il est important aujourd'hui de comprendre que l'Africain a atteint un niveau où il est éduqué, il a appris. Ça veut dire que s'il veut mettre son éducation au service de la nation, pour le bien de la nation, il le fera. Et le développement s'en suivra. Donc, il faudrait que les Africains aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, arrêtent de penser que tout dépend de la volonté des chancelleries. Tout dépend de la volonté de nos soi-disant colonisateurs, c'est-à-dire que des pays qui nous ont colonisés dans le temps, mais tout dépend de nous. Comme je l'ai dit et je le redis, nous sommes tout, nous pouvons devenir tout sans eux, mais ils ne peuvent pas devenir ce qu'ils veulent sans nous. Ok. Si le message est bien entendu et que du côté de la République centrafricaine, la feuille de route attendue de Faustin Archange Touadéra, n'est-ce pas, avant même confirmation de la Cour constitutionnelle, est établie, puisse-t-elle prendre ce vœu de Serge Espoir. Mais avec vous, Didier Yimkwa, vous êtes sur le champ et l'arène politique au Cameroun. Voilà une élection présidentielle qui se déroule à quelques encablures de notre pays. Un pays pourtant en crise, dans une situation délicate. On a relevé beaucoup de griefs lors du double scrutin législatif et présidentiel, qui a d'ailleurs valu le renvoi complet, n'est-ce pas, du scrutin législatif. De votre point de vue, la RCA, disent certains analystes, parle à l'Afrique et notamment à la sous-région Afrique centrale. De votre point de vue, qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme première leçon ou bien leçon, on va dire, poignante et importante de ce processus?
Aujourd'hui, la RCA parle au Cameroun, le Burkina Faso parle au Cameroun. Tout le monde parle au Cameroun. Alors, vous laissez les analyses des autres à côté. Tout le monde parle au Cameroun. Quelle leçon pourrait-on tirer? Je vais allons-y sur ce que vous parler pensez. comme un patriarche que Oui. vous respectez beaucoup. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Oui. Ce que je retiens, c'est que Et qu'est-ce que le Cameroun peut retenir de ce processus? le consensus. Moi, je pense que lorsque les acteurs politiques retrouvent un consensus autour peut-être des procédures ou bien des opérations électorales, ça peut être d'abord le recoupement, ça commence par là, hein, le recoupement des circonscriptions électorales, il y a le code électoral, il y a même le budget, il y a l'ECA. S'il y a un consensus autour de tout ce qui peut porter les opérations électorales, il n'y a pas de raison qu'à la fin, on ait des problèmes. Généralement, c'est quand au départ, il n'y a pas un consensus. Moi, je suis du FSNC. Nous sommes très pro du RDPC, sans toutefois être des amis, parce que nous avons perdu un député dans le maillot Louti à Guidère, arraché par le RDPC, parce qu'ils ont utilisé une technique, un calcul qui pouvait faire réveiller Einstein. Outre-tombe, on ne fait pas ça à un ami, mais nous sommes ensemble. Cependant... Et l'ami pardonne? Oui, nous avons pardonné. Vous savez, Christian, c'est les rapports de force qui structurent les combats politiques. C'est les rapports de force, vous comprenez? Les rapports de force qui... moi, dernièrement, j'ai discuté avec un partenaire politique. Je lui ai dit qu'en 1996, nous sortions de la tripartite. Nous avions une constitution de consensus en 1996. De 1996 en 2008, le RDPC ou bien l'ordre régnant a retouché la constitution sans avoir organisé des grands débats parce que le rapport de force était en sa faveur. Aujourd'hui, le RDPC est dans des manifestations, ou bien, je ne sais pas comment on appelle ça, d'appel, de contre-appel, d'appel, de contre-appel. C'est leur problème. Mais tout cela relève des rapports de force. Donc, bon, au départ, lorsqu'il y a un consensus... Non, pour le moment, le FSNC qui a pris une décision stratégique depuis 2011 d'accompagner le président Biya jusqu'à sa retraite politique est hors de ce jeu-là. C'est le RDPC qui est une association privée. J'attends que les militants de mon ami Serge l'appellent aussi à présenter sa candidature. Avant d'y arriver, je voulais dire que, pour revenir à ta question, on a un peu blagué, c'est le consensus. Très bien, c'est noté. Quand tous les acteurs sont d'accord autour d'un consensus, les choses vont d'elles-mêmes. Voilà. Alors, c'est noté. Serge Espoir, vous avez certainement un vœu. C'est désormais une vérité, on va dire, somme toute acquise. C'est une lapalissade que de dire ici que vous entendez briguer la magistrature suprême pour 2018. Vous l'avez dit et redit. Quand vous regardez le processus aujourd'hui qui se déroule en République centrafricaine, au-delà des griefs, cette attitude de Logwele, vous croyez que c'est une attitude qui relèverait de la hauteur des hommes politiques en RCA, ou bien, comme le pensent quelques-uns, les tractations diplomatiques de dessous de table, finalement, auraient eu gain de cause? Non, je pense que c'est la hauteur des hommes. Parce que les tractations en dessous de table, généralement, incitent les hommes à beaucoup d'autres choses. C'est vrai que parfois, en dessous de table, on peut arriver à des accords. Mais il faut, je dis bien, c'est un processus qu'il faut saluer. Il faut savoir que c'est un processus qui a été très ouvert. Alors, très ouvert. On a vu les fils des Patassé, les gens de Bozizé et compagnie, autant de personnes prendre part à ce scrutin. Et aujourd'hui, on a eu un résultat. La hauteur des hommes qui ont voulu, n'est-ce pas, mettre un accent sur le peuple, sur la volonté du peuple. Parce qu'après tout, c'est facile de contester une élection. Nous sommes allés au premier tour, j'étais premier, au deuxième tour, pourquoi est-ce que j'ai ceci? Mais à la fin, pour qui est-ce que nous voulons devenir président? Pourquoi est-ce que nous voulons devenir président? Ce sont des questions qui doivent se poser et à partir de là, on peut avoir un autre jugement. Si c'est pour le peuple qui a décidé, et quand on regarde le déroulement du scrutin, on se rend compte que les griefs sont minimes.
Ils sont minimes. Et n'étaient justement pas favorables au candidat qui a remporté les élections. Donc, il est important et clair que la hauteur de l'homme politique, Anissé Georges Deleguélé, l'a motivé, n'est-ce pas, à dire, voilà, je reconnais la victoire de mon adversaire, c'est pour le bien du peuple. Et il est clair que l'actuel président, après évidemment confirmation du Conseil constitutionnel, travaillera certainement avec lui. Donc, c'est pour le bien du peuple et c'est à ce niveau que nous devons tirer de l'enseignement. Il le disait tout à l'heure, le consensus. Il le disait, c'est-à-dire qu'autour d'une table, que des gens réussissent à s'asseoir, à se dire des vérités et à mettre les besoins du peuple de manière prioritaire au devant. À partir de ce moment-là, les histoires d'appel à candidature d'un monsieur qui a 83 ans, dont vous savez où est la place d'un tel monsieur, au lieu d'être à la tête de l'État, où des gens vont vous dire que même moi, on préfère le garder là, vous allez comprendre que le peuple et la volonté, les besoins du peuple sont au-dessus des besoins des individus. À partir de ce moment-là, vous comprenez qu'on peut aller voir pourquoi au Cameroun, nous n'avons pas encore une élection à double tour. Ça pose problème à qui? Pourquoi est-ce que c'est un danger? Et je crois que nous allons vers cela. Nous allons arriver là. Pourquoi est-ce que dans le code électoral, nous ne pouvons pas réviser les quelques articles que nous autres nous demandons depuis toujours? Quelques-unes ont été faites de façon partielle, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas atteint, elles n'ont pas été faites jusqu'au bout, partiellement, mais parce qu'il y a une fermeture. Il le disait tout à l'heure, le rapport de force. Le parti au pouvoir estime qu'il a la force et la légitimité, je ne sais pas si c'est la légitimité que je vais utiliser, il a la force nécessaire pour faire ce qu'il veut. Sauf que le pays appartient à tous les Camerounais. Et à un moment donné, il faut savoir poser des bons jalons pour le développement. Pour que ce qui arrive, ce qui est arrivé dans des pays comme la Côte d'Ivoire ne nous arrive jamais. Pour que ce qui est arrivé dans d'autres pays ne nous arrive jamais. Nous sommes quand même des hommes intelligents au Cameroun. Et nous pouvons réussir à transformer nos besoins individuels en besoins du peuple. Et à ce moment, nous pouvons nous asseoir sur la table et dire, voilà ce que nous allons faire pour notre République. Nous revenons en République centrafricaine. C'est vrai que la proximité des deux pays peut laisser les frissons au-delà de ce processus électoral qui est en passe de s'achever en attendant les résultats du premier tour des législatives. Il y a que Didier Yimkwa, on en a parlé peut-être de manière éloignée de ces questions sécuritaires, la multitude, et notamment les principaux que sont Seleka et Anti-Balaka, j'allais parler de ces groupes armés ou de revendications d'obédience plutôt ethniques ou alors religieuses en fonction de comment on les considère. La présence de ces groupes et le fait qu'ils aient gardé, même pendant la transition, une capacité opérationnelle, voilà un autre serpent de mer devant l'ère Touadéra qui s'ouvre. Moi, je pense qu'il serait très tôt d'envisager quoi que ce soit pour un régime qui colle aux us et coutumes de la République centrafricaine. C'est pour cela que j'invite les Camerounais à lire le dernier ouvrage du professeur Joseph Rouna, les systèmes ou bien les régimes politiques avant la colonisation. Moi, je pense que c'est vrai que c'est un bouquin, c'est une réflexion qui est presque contestée par les plus grands démocrates du Cameroun. Mais il faut comprendre que la démocratie n'est pas d'une naissance africaine. La démocratie, c'est des solutions que nous avions importées. Ce n'est pas africain. C'est pour ça que moi je dis à tout homme politique, tout celui qui est dans le champ politique, de lire la dernière réflexion du professeur Joseph Rouna, les systèmes politiques avant la colonisation. Il faut le lire. Quand tu le lis, moi je l'ai lu, c'est vrai que je ne suis pas un agrégé de droit, il y a des questions de droit civil, je ne sais pas quoi, mais pour que je sache, c'est une réflexion qui est allée dans l'anthropologie africaine, dans notre vécu
ce que nous appelons notre écologie naturelle pour théoriser le fait du vivre ensemble. C'est ça le côté positif du livre du processus. Alors, quand vous, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que demain, à la fin du processus électoral, on aura une assemblée nationale. C'est à ce moment-là, c'est dans l'assemblée qu'il faudra décider quel type de régime il faut à la République centrafricaine. Chez nous, on parle de la décentralisation. Est-ce que c'est le jacobinisme, le centralisme fort? Est-ce que c'est le présidentialisme fort? Je ne sais pas. C'est là-bas. C'est eux-mêmes, c'est les Centrafricains qui vont décider quel type de régime colle à leur anthropologie. C'est là-bas. Vous comprenez? Donc pour le moment, il y a un président, on a parlé des élections de 2 tours. Il faut déjà dire que c'est une parenthèse que dans les élections à 2 tours, le premier tour, c'est le cœur. Je vote pour Serge parce qu'il est mon ami. C'est le cœur. Soit je vote pour lui parce que nous avons une filiation tribale. Il est à côté de moi, des choses comme ça là. Mais au second tour, c'est la raison. C'est là où il y a des tractations. C'est la raison, ce n'est plus le cœur. Donc, vous êtes dans un même scrutin, vous êtes dans un même processus électoral, mais vous voyez, les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que à la fin du processus électoral, lorsqu'il y aura déjà une assemblée bien constituée, c'est là. Et c'est ce rôle-là qui vient, parce que moi, j'ai suivi tous ces acteurs-là, soit du premier ou deuxième tour. Leur programme, leur projet de société n'était pas assez lisible, mais je pense que c'est à l'Assemblée nationale qu'ils doivent définir quel type de régime il leur faut. Alors, Serge Espoir, il est vrai que Didier nous a ramené dans les contingences, n'est-ce pas, plutôt structurelles, mais il n'y a que ce problème de l'existence de groupuscules plus ou moins armés. On a même d'ailleurs failli assister à une scission auto-déclarée de la partie nord par Noureddine Adam, même s'il a été rappelé à l'ordre quelques semaines après par le président du Tchad. Il y a quand même que l'existence de ces groupuscules-là constitue une véritable question pour l'entame du mandat à confirmer de Faustin Archange Touadéra, entre Antibalaka, entre Seleka et bien d'autres qui finalement sèment la terreur et décident dans les endroits où ils sont, avec une armée de la République centrafricaine pratiquement absente. Comment vous envisagez cette autre question épineuse? Non, cette question trouvera une solution, forcément. Parce que c'est dans l'intérêt, n'est-ce pas, des Centrafricains, d'abord. Mais il faut noter une chose. Un président, en dehors du cœur et puis de la raison, comme le disait mon ami Didier tout à l'heure, avant d'être élu, il a un programme. Il tient compte de ses paramètres. Il tient compte de ses groupuscules armés. Et il propose dans son programme des solutions, des résolutions de ce conflit. Il faut savoir que, et c'est pour ça que je dis, le peuple centrafricain est à féliciter. Malgré le fait qu'il y ait des groupes armés, nous avons vu comment le scrutin s'est déroulé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la voix du peuple est portée par un homme. Quand cet homme parlera à ce peuple va l'entendre. Ce peuple va l'écouter. Il va arriver, évidemment, il ne sera pas le seul Centrafricain à travailler. Il travaillera forcément avec toutes les composantes de la société. Et avec ces composantes, s'ils mettent l'intérêt du peuple centrafricain au devant, il est clair que les autres comprendront que c'est nécessaire qu'ils soient désarmés. Ça, c'est une des choses. Mais toutefois, ce que je voulais souligner, c'est qu'il a un programme. Il a un projet politique pour la Centrafrique, tenant compte de ces paramètres. Il n'arrive pas et commence à penser à la nouvelle, ou alors au nouveau mode de gouvernance qu'il va implémenter. Non. L'Assemblée, c'est clair, a un rôle primordial à jouer dans une société, mais un président élu, sous la base d'un programme, vient avec un programme qui sera proposé à l'Assemblée. Et les députés, évidemment,
pourront tabler et valider ou invalider le projet, la proposition de loi ou le projet de loi qui viendra soit du gouvernement et autres, ou par le président. Donc il faut comprendre que le président d'abord a un programme qu'il a évidemment annoncé pendant sa campagne, qu'il a proposé au peuple. C'est-à-dire que dans cette phase de la raison, on regarde qu'est-ce qu'il propose, comment il propose résoudre les problèmes que nous avons présentement. Et c'est à partir de là que les gens se disent, allons-y, suivons-le, faisons ceci. Donc il faut comprendre qu'il est clair, il a d'abord son premier appel, est un appel à la réconciliation. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il a la volonté de voir ces groupuscules désarmés. Ça veut dire qu'il va chercher dans ces groupes des personnes en même d'amener ces groupes à accepter le désarmement. Donc il est clair qu'il est ouvert et il restera ouvert pour résoudre les problèmes de la Centrafrique. Alors, si on s'en tient à ce développement de Serge Espoir, il faudrait d'abord penser à la panse. Et si la panse est bien garnie, on peut dire que les choses vont suivre. Non, et justement, en parlant de cette panse, on touche en plein l'économie centrafricaine, classée par beaucoup de rapports à l'international comme étant le pays le plus pauvre de la planète. Est-ce que vous avez l'impression véritablement que la machine grippée pendant aussi longtemps peut reprendre? Non, tu sais, Christian, pour qu'il y ait déjà, le peuple a besoin de deux choses, la liberté et le bien-être. Ça veut dire que pour qu'il y ait le bien-être, il faut déjà la stabilité. C'est un chef de parti politique. Lorsque vous prenez un programme, généralement c'est des énoncés. Généralement c'est des objectifs globaux. Mais lorsqu'il faut rentrer maintenant dans l'opérationnalisation, c'est là où il y a problème. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Serge. Lorsque tu dis qu'il a été élu avec un programme, ben, il ne faut pas oublier les autres, les acteurs. Par exemple, tu as parlé de Alain Serge, Alain Georges, l'ancien Premier ministre. J'ai dit, il va les associer. Il va les associer. Ça veut dire qu'une fois qu'il les associe, le programme devient un programme hybride. Ce n'est plus son programme, c'est un programme hybride. Mais s'il a un nombre de consensus. Oui, voilà, le consensus, c'est ça, c'est l'hybride. On a vu ça un linkage. Sur d'autres cieux. C'est un linkage. Pourquoi? Parce que quand vous regardez par exemple le nord tchadien, le nord centrafricain, qui est très riche en ressources énergétiques et qui présente des velléités sécessionnistes, il faudrait éviter que les mêmes causes entraînent les mêmes effets, que les mêmes effets entraînent les mêmes causes. Donc moi je pense qu'il faudrait que les Centrafricains s'asseyent. Je l'ai parlé de l'Assemblée nationale. Parce que là, c'est une institution. C'est la représentation nationale. Et décident du régime. Du régime qu'il faut pour leur pays. Est-ce la priorité? Est-ce la priorité de votre... Parce que regardez, je vais vous dire une chose. Est-ce la priorité maintenant? Moi, c'est la priorité. Vous comprenez? Quand je prends le cas du Cameroun... plus que le désarmement... Quand je prends, non, tout cela, c'est des détails. Hein. Sur un plan, tout cela, c'est des détails. Le désarmement, ce qu'ils appellent le 2DR, tout ce qui... C'est les détails. Mais il faut déjà construire une nation. Comment envisager cette stabilité? Il faut déjà construire une nation. Dans les il faut déjà construire une nation. Il faudrait que les gens acceptent quel type de régime ils veulent pour leur pays. Quand on prend, excusez-moi de revenir au Cameroun, nous ne sommes pas très loin. Hein. Regardez comment nos frères du côté du Mungo se comportent. Ils vous le disent, qu'il est hors de question que nous, on a le pétrole, nous, on a l'essence, et puis, on paye nos impôts à Yaoundé. C'est ça qui constitue la colonne vertébrale du problème anglophone. Quand vous transposez cela dans d'autres pays, moi je fais dans l'environnement. Lorsqu'il y a des conflits, il y a un conflit, j'ai oublié son nom, du Mungo, qui vient de publier un très bon livre concernant les conflits dans les zones humides, concernant les ressources naturelles. Vous savez comment les populations dans les zones humaines, dans les zones rurales se comportent?
les populations pensent, à raison, même pas à tort, que les ressources naturelles relèvent de l'héritage ancestral. Donc ça leur appartient. Donc quand vous amenez des équipements des États-Unis pour venir les exploiter, vous devez d'abord les entendre, comprendre, prendre en compte leur avis par rapport à ce que vous avez trouvé sur place. Donc c'est pour dire que si vous venez, vous restez là à Yaoundé, vous commencez à créer ce que vous voulez, à dessiner, quel type, ou bien à penser des choses qui viennent de l'extérieur pour eux. Les gars demain, qui présentent déjà des velléités sécessionnistes, vont dire que ben non, nous on a le pétrole, nous on a ceci, voilà ce que nous voulons. Moi je pense que le consensus va se construire à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas très loin de ton programme, hein, mais tu seras obligé de prendre aussi mon avis. Très bien. Nous sommes encore en République centrafricaine. Vous allez certainement, vous retrouver dans les joutes politiques, notamment sur le plan national. Alors, Serge Espoir, on va mettre un terme à cet échange sur la République centrafricaine et notamment le temps qu'on peut considérer comme étant celui de Touadéra maintenant. De nombreux défis. Ce professeur de mathématiques, ancien recteur de l'université de Bangui, 59 ans, bien sonné, qui s'en sort avec 62%, un peu plus de 62%, il faut même le dire, de suffrages exprimés lors de cette élection présidentielle. Touadéra, disent quelques-uns, l'homme discret, l'homme de consensus, l'homme beaucoup plus proche, n'est-ce pas, des populations ou des attentes des populations. Est-ce que vous avez l'impression que l'élection de Touadéra va ramener la calmie en République centrafricaine pour sortir? C'est possible. C'est possible dans la mesure où ceux qui créent le désordre, généralement, ce n'est pas le bas peuple. Il y a toujours des mains, c'est-à-dire des incitateurs derrière. Et vous voyez en lui l'homme du bas peuple? Je dis et je redis, c'est possible que son élection ramène la calmie. Parce que derrière le désordre, il y a des gens qui manipulent et pour des raisons X ou Y. Donc il est possible que la calmie, qu'on retrouve la calmie en Centrafrique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et il est déjà dit que c'est quelqu'un du consensus, je crois qu'il va amener les différents acteurs à s'asseoir autour d'une table et qu'ensemble ils réussissent l'exploit de développer la Centrafrique. Voilà. C'est sur ces paroles de Serge Espoir Matomba que nous allons mettre un thème à cette autre édition du débat. Et c'est d'ailleurs tout le mal qu'on peut souhaiter pour la République centrafricaine, qui connaît en attendant confirmation de la Cour constitutionnelle le nom de celui, sauf, on va dire, sauf changement de dernière minute, sauf changement, on va dire, impensable à l'heure actuelle, en l'état actuel, de la part de la Cour constitutionnelle, l'homme qui devra donc présider aux destinées les 5 prochaines années de la République centrafricaine. Son nom, c'est Faustin Archange Touadéra. Quelques-uns ont dit, voici venu le temps de l'archange Faustin Touadéra pour la République centrafricaine. Puisse-t-il être véritablement l'archange de ce côté-là et ramener les uns et les autres sur la table de la paix pour que finalement le développement de ce pays, ô combien important et riche en ressources naturelles et minières, c'est d'ailleurs ce que nous a confirmé ici l'écologiste et environnementaliste que nous avions sur la question, lui-même homme politique, Didier Yinkoa, coordonnateur dans la région du littoral du Front pour le salut national du Cameroun. C'est avec lui que nous avons échangé en compagnie de Serge Espoir Matomba. Lui, il est le premier secrétaire du PURS, au Cameroun aussi. C'est un jeune qui entend, lui aussi, briguer en 2018, n'est-ce pas, la magistrature suprême dans notre pays. Les dés sont lancés. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous savons à l'écoute de cette autre édition du débat. Vous l'avez écouté. Nous espérons vous retrouver pour une prochaine édition du débat sur la chaîne Bleu Canal de Info. Nos programmes se poursuivent. Restez scotchés et merci d'avoir participé.